Ce frigo est à moi. Achète ta nourriture. Elle a dit ça le matin même où j'avais mis à décongeler un pot au feu pour les enfants. Elle a ouvert la porte du réfrigérateur comme on tire un rideau de théâtre, a attrapé mon plat, l'a reposé sur le plan de travail et, sans me regarder, a collé sur la porte un autocollant blanc où elle avait écrit au marqueur « Privé Camille ». Puis elle a essuyé ses mains sur un torchon propre le mien et a ajouté, très calmement, presque doucement. « À partir d'aujourd'hui, chacun s'organise. Tu prends trop de place. » Je suis restée un moment, les doigts posés sur le couvercle du pot au feu, comme si la chaleur pouvait encore remonter du fond de la marmite. Dans la vitre du four, j'ai vu mon reflet, les cheveux tirés en arrière, un tablier à carreaux, ce visage que je reconnais mal depuis quelques années, pas parce qu'il a vieilli, mais parce qu'il a trop cédé. Mon fils, Julien, est entré à ce moment-là, avec sa cravate de travers et son regard pressé. Il a vu l'autocollant, a blêmi, a bredouillé. Camille, on en avait parlé. Elle a souri, cette manière de sourire qui est un couvercle sur le mépris. Justement, on clarifie. Chacun son espace, chacun ses dépenses. Ta mère peut s'acheter ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de vivre sur mon budget. Vivre sur son budget. J'ai entendu ces mots comme on reçoit un courant d'air en plein dos. Ce matin-là, j'avais déjà épluché des carottes, lancé une lessive, plié les pyjamas des petits, changé l'eau du vase où les pivoines commençaient à ployer. Vivre, chez moi, avait toujours consisté à faire vivre les autres. Et voilà que l'on me ramenait, d'un trait de feutre, au prix d'un yaourt et d'un morceau de beurre. Je n'ai pas répondu. À mon âge, on sait que la première phrase qu'on prononce devient ensuite une prison. J'ai ôté calmement mon tablier, l'ai plié en deux, puis j'ai ouvert le tiroir de la console. Mon carnet gris était là, fidèle, la tranche un peu élimée. Je l'ai posé sur la table et j'ai écrit, d'une main qui ne tremblait pas. Mardi, 8h17. Elle a dit, ce frigo est à moi. Achète ta nourriture. Autocollant privé, Camille, collé sur la porte. Julien présent. N'a pas retiré l'autocollant. Camille a tourné la tête, intriguée. Tu notes, encore? Elle a laissé traîner sa voix, comme on laisse traîner un fil pour que l'autre s'y prenne. J'ai levé les yeux. Oui, c'est mon âge qui veut ça. Quand on n'a plus de place, on prend du papier. Elle a ricané. Prends aussi un caddie, tu en auras besoin. Ah, et pas question d'occuper le congélateur du bas. Privé, j'ai dit. Elle est sortie, ses talons claquants comme des agrafes sur le parquet. Julien a soupiré, s'est passé la main sur le visage. Maman, ne prends pas ça, personnellement. C'est juste, pour l'organisation. Tu sais comme elle est. J'ai refermé mon carnet. Oui, mon fils. Je sais comme elle est. Et je sais aussi comment je vais être. Il n'a pas compris, ou n'a pas voulu. Après leur départ, la cuisine a repris sa respiration. Il restait sur le plan de travail un bol, avec 2 cuillères d'un yaourt à moitié mangé et un petit cercle rouge de confiture sur la nappe, un soleil minuscule qui ne réchauffait plus personne. J'ai rangé le pot au feu dans un sac isotherme, appelé Mireille, ma voisine. « Tu es chez toi? J'arrive. Les enfants mangeront chaud chez toi ce midi. » Sur le chemin, le sac me battait contre la hanche comme un métronome. À chaque pas, les mots revenaient. « Ce frigo est à moi. Achète ta nourriture. » Ce n'était pas une question d'argent. C'était un territoire. Une frontière tracée dans une cuisine que mes mains avaient tant de fois remise d'équerre. On venait de m'exiler au milieu de ce que j'avais bâti pour eux, au milieu exact. Chez Mireille, j'ai posé la marmite et j'ai parlé peu. Elle a servi 2 assiettes, m'a regardé longtemps. « Tu as cette lumière dans les yeux, Raymonde. Celle que tu avais quand Henri était malade et que tu as tout tenu en place sans rien dire. » J'ai souri un sourire droit, sans pitié pour moi-même. Cette fois, Mireille, je ne tiendrai pas à leur place, je tiendrai ma place. Elle a hoché la tête. Alors écris tout, et prépare quelque chose de propre. Pas un cri, un acte. Je suis rentrée avant midi. L'autocollant blanc brillait au soleil comme une dent neuve. J'ai ouvert mon placard, pris mon sac de course, glissé à l'intérieur mon portefeuille, mon carnet, un stylo, et par réflexe le double des clefs du garage. J'ai noté encore « Inventaire. J'ai toujours acheté l'essentiel. Lait, œufs, beurre, légumes, savon, filtre à café.
À partir d'aujourd'hui, ticket de caisse conservé, photographie si besoin. Frigo égale frontière. Donc frontière partout compte, clé, espace. Au supermarché, j'ai avancé lentement, le chariot presque vide. J'ai choisi des choses simples et une boîte en plastique transparente avec un couvercle bleu, une boîte à part. Pour moi. À la caisse, j'ai demandé 2 tickets. La caissière m'a regardé, étonnée. C'est pour mon âge, disons. Elle a souri. Alors je vous mets un double. Sur le ticket, j'ai écrit la date, l'heure et nourriture personnelle, rayonnage séparé. Une femme derrière moi a soufflé, on dirait un contrôle. J'ai pensé, exactement. De retour à la maison, j'ai ouvert le réfrigérateur. L'autocollant privé, Camille me faisait face, insolent. J'ai posé ma petite boîte transparente sur l'étagère du milieu, sans toucher à rien d'autre. Dedans, beurre, 2 yaourts, 3 œufs, une petite bouteille de lait. Avant de fermer, j'ai pris une photo du contenu. Puis j'ai collé, très proprement, un bandeau de masking tape sur la boîte et j'ai écrit au feutre fin « Raymond personnel ». Pas sur la porte, pas sur la vitre, sur mes bords à moi. À 16 heures, les enfants sont rentrés de l'école. Le plus petit, Léo, a ouvert le frigo, a lu à voix haute. « Paix arrivée, Camille. » Ça veut dire quoi, mamie? J'ai caressé sa joue. Ça veut dire qu'elle a peur de perdre ce qu'elle croit posséder. Il a froncé le nez. Et toi, tu as aussi une étiquette, regarde. J'ai souri. Oui, mon ange. Ça veut dire que je me souviens que j'existe. Le soir, Camille est rentrée avec des sacs de courses bruyants, déballant chaque paquet comme une victoire. Elle a ouvert le réfrigérateur, s'est figée en voyant ma petite boîte bleue. Je t'avais dit pas dans mon frigo. Sa voix s'était faite tranchante. J'ai répondu très doucement. Tu m'avais dit d'acheter ma nourriture. Je l'ai fait. Elle tient dans ma boîte. Elle n'occupe rien qui ne soit à moi. Elle a claqué la porte. Demain, je mets un cadenas. J'ai levé le menton. Mets ce que tu veux sur ta porte. Moi, je m'occupe des clés. Elle n'a pas compris. Pas encore. Julien est entré, les épaules basses. On peut dîner sans drame? J'ai posé sur la table une omelette fine et une salade de tomates. Bien sûr. Les drames, Julien, on les garde pour le théâtre. Chez nous, on aura des preuves. La nuit a été claire. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un grand classeur bleu, neuf, et j'ai écrit sur la tranche « Cuisine frontière ». Dedans, j'ai glissé la photo du frigo, le double des tickets du jour, une feuille blanche titrée « Inventaire des achats et espaces ». Au dos, j'ai recopié une phrase d'Henri, mon mari, que j'entendais encore me dire quand un artisan essayait de nous rouler. On ne hausse pas la voix, Raymond, on hausse le niveau des papiers. Avant d'éteindre, j'ai rédigé une lettre simple, datée, polie. Madame, constatant votre décision unilatérale de privatiser le réfrigérateur commun, je prends acte de la séparation des espaces et des dépenses. Je vous informe que dès demain, j'appliquerai la même séparation aux clés, aux comptes partagés et aux abonnements, conformément aux règles d'usage et aux factures à mon nom. Cordialement, R. Durand. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, l'ai posée sur le plateau d'argent de l'entrée, celui où, autrefois, on déposait les invitations et les mots d'excuse. Cette enveloppe-là n'en contenait aucune. En me couchant, j'ai senti une paix froide s'installer, une paix d'acier. Le frigo n'était qu'une porte. On m'avait dit dehors. J'allais ouvrir toutes les autres portes, celles du droit, du notaire, des abonnements, des inventaires, des serrures, et les refermer correctement, pas pour les punir. Pour m'asseoir enfin chez moi-même, dans une boîte bleue de 20 centimètres. Je me suis endormie avec cette phrase droite, posée comme une clé sur la table. Si on m'enlève une étagère, je reprends la maison entière à ma manière, en silence et par écrit. Avant qu'un autocollant blanc ne vienne me chasser de la cuisine, la vie avait eu une autre couleur. Je suis née dans une maison où la cuisine était le cœur battant du monde. Ma mère y chantait pendant qu'elle pétrissait le pain. Mon père y entrait chaque soir en disant « Ça sent la paix, ici ». Pour moi, nourrir les autres, c'était aimer. C'était simple, solide, indiscutable. Quand j'ai épousé Henri, je n'ai rien voulu d'autre. Une table pleine, des enfants autour, la bonne odeur du pot au feu, des confitures l'été, et cette certitude d'avoir bâti quelque chose de vrai. Henri disait souvent «
Tu sais, Raymond, dans ta soupe, il y a tout ce que j'aime de la vie. Du travail, du temps et un peu de toi. Et je riais. Nous n'avions pas grand-chose, mais tout avait un sens. Quand Julien est né, j'ai mis mes 2 mains, mon cœur et toutes mes heures dans cette maison. Je me levais avant l'aube, je préparais les repas, je cousais les vêtements. Henri, lui, réparait les meubles et disait « Toi, tu fabriques la chaleur, moi, les murs. » C'était notre contrat invisible. Les années ont passé. Henri est parti trop tôt, emporté par ce que les médecins appellent un mal rapide. J'ai cru que tout s'effondrerait. Mais non, il restait la cuisine, cette pièce, qui avait gardé sa voix et ses gestes. Quand la douleur me prenait, je faisais des confitures. Quand je pleurais, je pétrissais la pâte. Le sucre et la farine sont de vieux consolateurs. Puis Julien a grandi. Un garçon doux, studieux, amoureux de la mer et des livres. Je l'ai laissé partir à Bordeaux pour ses études. Je lui envoyais des paniers de nourriture, des plats en bocaux, comme des messages de tendresse. Il me répondait par de petites cartes postales. « Merci pour ton gratin, maman. On dit que l'amour se mange. C'est vrai. » Et moi, je gardais chaque mot, chaque papier. Le jour où il m'a annoncé qu'il avait rencontré Camille, j'ai vu dans ses yeux cette lumière qu'ont les hommes quand ils pensent avoir trouvé le bonheur. « Elle est vive, maman, très indépendante, tu verras, elle va te plaire. » Et en effet, elle me plut d'abord. Belle, habillée avec goût, pleine de projets. Je me suis dit, elle le stimulera. Mais dès le premier repas à la maison, quelque chose m'a traversé. Elle avait ce regard qui mesure, qui évalue tous les nappes, les couverts, la façon dont je versais le vin. Elle m'a appelé Raymond d'une voix trop neutre. Pas maman, pas belle maman, non, Raymond. Je n'ai pas relevé. J'étais heureuse de le voir heureux. Quand ils se sont mariés, j'ai tout donné. Mes économies, mes bijoux, le service en porcelaine de ma mère. Julien m'a promis. « Tu viendras souvent, maman. Cette maison sera aussi la tienne. » J'ai cru que c'était vrai. Pendant les premières années, j'étais celle qui aidait. Je gardais les enfants, je faisais les repas quand ils rentraient tard, je cousais les rideaux. Camille me remerciait, poliment, sans chaleur. Mais je n'avais pas besoin de gratitude. J'avais besoin d'appartenir encore à quelque chose. Peu à peu, pourtant, j'ai senti le ton changer. Elle ne disait plus « Tu veux du thé? Mais tu prends du thé. » Les phrases perdaient leur douceur. Un jour, j'ai entendu « Tu devrais te reposer, Raymond. À ton âge, tu t'épuises pour rien. Puis, tu n'as plus besoin de faire les courses. On gère. Et, plus tard, ne cuisine pas. Tu mets toujours trop de beurre. » C'était à petite dose, comme un poison domestique. Mais moi, j'ai continué à aider, à préparer, à ranger. Parce que c'est ainsi qu'on nous a élevés. Donner, même quand on vous repousse. Ce frigo, autrefois, c'était un symbole. C'était l'endroit où je rangeais les restes de nos fêtes, les fruits pour les confitures, les gâteaux des anniversaires. C'était ma manière de dire « La maison tourne, tout va bien ». Alors, quand elle m'a dit « Ce frigo est à moi », ce n'était pas seulement un espace qu'elle me retirait. C'était ma fonction, ma place, mon identité. J'ai repensé à Henri, à cette table qu'il avait fabriquée, au repas du dimanche où tout le monde riait. Je me suis dit, s'ils veulent m'enlever la table, alors je deviendrai la planche qui la soutient. J'ai regardé autour de moi. Les murs, les clés, les papiers, tout portait encore mon nom. Ils l'avaient oublié, pas moi. Ce soir-là, j'ai ouvert une boîte de sardines et mangé debout, face à la fenêtre. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit au centre, en lettres droites. Je ne suis pas pauvre, je suis effacée. Mais les choses effacées laissent des traces. Et en dessous, demain, je prépare ma surprise. Je ne savais pas encore quelle forme elle prendrait, une lettre, un geste, une signature, mais je savais qu'elle serait propre, légale, silencieuse. Parce qu'à mon âge, la colère ne crie plus, elle s'écrie. Ce n'est pas venu d'un coup, non. Les blessures, dans une maison, ne tombent jamais du plafond. Elles suintent par les murs, lentement, jusqu'à ce qu'on glisse dessus. Tout a commencé par des remarques minuscules, presque tendres. Camille disait, en riant, « Oh, Raymond, tu mets toujours trop de sel, c'est ta génération. On cuisinait sans se soucier des artères. » Ou, « Tu t'assois là? On garde ce fauteuil pour les invités, c'est plus harmonieux. » Puis un jour, « Ne fais pas la lessive. Je préfère utiliser ma lessive écologique. La tienne sent trop fort. »
Je me suis exécutée. Parce que c'est ce que font les femmes comme moi, obéir à la paix. Chaque concession me semblait minuscule, mais additionnée, elle formait déjà une disparition. Un midi, elle m'a dit, avec ce ton sucré des gens qui préparent une coupure nette, « Tu sais, Raymond, quand tu fais la cuisine, la maison sent toujours. D'avant. » J'ai souri. C'est un parfum d'époque. Elle n'a pas compris. Peu à peu, les enfants aussi ont adopté ces mots. Léo, le plus jeune, a dit « Maman dit que mamie cuisine bizarre. » Je n'ai rien répondu. J'ai coupé les pommes, doucement. J'ai commencé à écrire davantage. Mon carnet gris est devenu un témoin, un refuge. J'y notais tout, sans colère. Les mots, les heures, les regards. Je voulais comprendre le moment exact où l'amour devient gestion, où la reconnaissance se transforme en tolérance. Julien, lui, flottait entre deux eaux. Il m'embrassait, distrait, comme on salue une collègue. Il ne voyait pas que je disparaissais sous ses yeux. Ou plutôt, il voyait, mais cela l'arrangeait. Il disait « Camille a du caractère, c'est tout. » Et moi, je notais « Caractère égale droit d'humilier sans crier. » Un soir, j'ai trouvé mes torchons repassés dans une caisse au garage. Une étiquette dessus, à trier. Ils n'étaient plus à leur place. Moi non plus. La cuisine, mon royaume d'autrefois, était devenue un territoire occupé. Même le bruit de mes casseroles semblait la déranger. Je ne reconnaissais plus ma maison. Le matin, je marchais sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Le soir, je me couchais avant eux pour ne plus entendre la télé trop forte. Un dimanche, j'ai voulu préparer une tarte. Elle m'a arrêté net. « Non, Raymond, aujourd'hui on commande japonais. Les enfants aiment la tarte. Justement, ils doivent s'ouvrir à d'autres choses. » Et elle a ri. Ce rire-là m'a percé. Je me suis assise dans le salon, les mains vides. Le silence pesait, mais sous ce silence, quelque chose s'allumait. Ce n'était plus de la peine. C'était une sorte de lucidité nue, froide, presque belle. Je me suis revue. Des années plus tôt, jeune mariée, cuisinant dans une petite cuisine avec un évier en faïence. J'avais chanté ce jour-là, sans raison particulière, simplement parce que tout allait bien. Et je me suis dit, je ne chanterai peu, être plus jamais, mais je vais écrire comme on chante, doucement, mais juste. La semaine suivante, elle a déplacé mes affaires du placard du couloir vers la chambre d'amis. J'ai retrouvé mes livres dans un carton, mes photos empilées sous une couverture. Sur le dessus, un mot. C'est pour mieux ranger. J'ai pris une photo du mot, puis j'ai noté « Déplacement d'objets personnels sans autorisation motif, rangement ». Ce carnet, à force d'y écrire, était devenu une armure. Camille croyait m'enfermer dans son organisation. Elle ne voyait pas qu'elle me libérait par la documentation. Un matin, en me levant, j'ai senti que la peur avait basculé de camp. Ce n'était plus moi qui redoutais ces mots. C'était elle qui, désormais, cherchait à savoir ce que je notais. Elle ouvrait parfois mon carnet, croyant que je ne la voyais pas. Je la laissais lire, parce que tout y était vrai. Et le vrai, chez les menteurs, fait plus mal que l'écrit. Je savais que le jour où elle franchirait la ligne, celle de l'humiliation irréversible, je serais prête. Non pas avec des larmes, mais avec un plan. Et qu'alors, ce frigo qu'elle croyait posséder serait la clé de ma liberté. Ce matin-là, j'avais entendu du bruit dans la cuisine avant l'aube. Des tiroirs qu'on ouvrait vite, une porte de frigo qu'on refermait trop fort. Je m'étais levée doucement, pieds nus, sans allumer la lumière. Et là, dans la pénombre, j'ai vu Camille, accroupie, le téléphone à la main, photographiant le contenu de ma boîte bleue. Elle ne m'avait pas entendu. Je l'ai regardée ranger mon beurre, mes 3 yaourts et ma petite bouteille de lait dans un sac plastique qu'elle glissait dans son cabas. Elle murmurait quelque chose, à voix basse. Comme ça, elle comprendra. Je suis restée dans l'ombre. Pas un mot. Je l'ai laissée sortir, refermer doucement la porte d'entrée. Puis, je suis allée dans la cuisine et ouvert le réfrigérateur. Le vide de ma boîte m'a semblé plus violent qu'un cri. Elle venait, symboliquement, de me voler mon pain. Et en même temps, de me donner la preuve que j'attendais. J'ai pris une photo du frigo, puis une autre de la boîte vide. J'ai écrit dans mon carnet. Jeudi, 6h42. Boîte personnelle ouverte sans autorisation. Contenu déplacé. Témoignage photographique établi. Probable intention de provocation. Constat de dépossession domestique.
Je savais ce que je devais faire. Je me suis habillée lentement et préparé un sac de toile avec mon carnet, mon téléphone et une clé USB. Puis je suis sortie, le pas calme, comme si je partais acheter du pain. Je suis allée à pied jusqu'au café du coin Le Balto. Le patron, un homme d'une 60aine d'années, m'a reconnue. « Tiens, Madame Durand, ça fait longtemps. » « Oui, j'ai besoin de calme. Et de Wi-Fi. » J'ai commandé un café noir, me suis installée au fond, près de la fenêtre. Là, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai écrit à Maître Valérie Giroux, le notaire qui m'avait aidé après la mort d'Henri. « Cher Maître, je souhaite un rendez-vous rapide concernant une question patrimoniale et personnelle. Je soupçonne des actes d'ingérence domestique et d'usage abusif de biens. Je souhaite vous confier des documents et photographies. Bien à vous, R. Durand. J'ai joint 2 images, la boîte vide et l'autocollant privé, Camille. J'ai bu mon café lentement. Le soleil se levait sur la vitrine. Je me suis dit que les humiliations, quand elles deviennent matérielles, changent de nature. Elles passent du domaine moral à celui du droit. Et dans ce monde-là, je savais marcher. De retour à la maison, Camille m'attendait dans la cuisine. Son sac était posé sur la table. « Tu as pris des photos de mon frigo ?» Sa voix tremblait. Elle savait que je savais. « Non. » ai-je dit. « J'ai pris des photos de ma boîte. » Tu te rends compte du ridicule? On ne vit pas dans un tribunal, ici. Alors, arrête d'agir comme une voleuse d'audience. Elle a rougi, s'est approchée. Julien saura tout. Crois-moi. Oui, je compte sur toi pour le prévenir. Je veux qu'il sache tout. Elle n'a pas compris que c'était exactement ce que je souhaitais. Le soir, Julien est rentré, les joues rouges, les nerfs à vif. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de photos, de frigo, de mail? » « C'est une histoire de respect, Julien. Et de preuves. Tu dramatises. » « Non. » J'écris. Il a levé les yeux au ciel. Camille, derrière lui, triomphait. « Tu vois? Elle devient parano. » Je me suis levée, droite. Camille, la paranoïa, c'est avoir peur de ce qui n'existe pas. Moi, j'ai des photos, des tickets, des dates et un notaire. Elle a blêmi. Julien s'est tu. J'ai ouvert un tiroir, sorti une enveloppe Kraft, l'ai posée sur la table. Dedans, il y a les copies des preuves et la lettre que j'ai envoyée à Maître Giroux. Si vous avez un avocat, vous pourrez lui montrer. Tu veux nous faire un procès, c'est ça? Non. Je veux que vous sachiez que je ne suis plus sous votre toit, même si j'y dors encore. Elle a voulu répondre, mais aucun son n'est sorti. Julien, lui, regardait l'enveloppe comme on regarde une bombe qu'on n'ose pas désamorcer. Le lendemain matin, une lettre de Maître Giroux m'attendait dans ma boîte. « Madame, je vous recevrai lundi à 10 heures pour régulariser la situation patrimoniale et définir les conditions de protection de vos biens. » Je l'ai plié soigneusement, glissé dans mon carnet. Puis j'ai noté. Phase 2. Protection. La vengeance n'est pas un cri, c'est une organisation. Et dans le silence de la maison, j'ai commencé à préparer ma surprise. Elle serait simple, froide, légale. Une surprise de papier, comme seule une femme humiliée sait en inventer. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La maison dormait, mais dans ma tête, tout bruissait. Les horloges, les pas du chat, le vent sous la porte. Chaque son me disait que quelque chose s'était déplacé en moi. Pendant des années, j'avais cru que la bonté suffisait à désarmer la cruauté. J'avais cru qu'en me taisant, je protégeais l'amour, que le calme maintenait les familles debout. Mais cette nuit-là, en écoutant le silence, j'ai compris que le calme peut aussi être une façon de disparaître. Je me suis assise à mon bureau. La lampe faisait un cercle jaune sur la table. Devant moi, mon carnet, ouvert à la page du jour, elle a volé la nourriture de ma boîte. Je me suis tue. Sous cette phrase, j'ai écrit « Je ne me tairai plus, pas avec la voix, mais avec les actes. » Je me suis revue, des années plus tôt, jeune mariée, triant les comptes avec Henri. Il disait toujours « Quand tu veux tenir, Raymond, ne t'énerve pas. Range. Range ton esprit, range les faits, et la vérité se rangera d'elle-même. » J'ai souri en y pensant. Henri aurait aimé voir ma rigueur de ce soir-là. Sur la table, j'ai sorti mes papiers, mes relevés, mes courriers. Tout portait encore mon nom. Eux vivaient dans ma maison, payaient les factures depuis mon compte joint, utilisaient mes clés, mon numéro d'abonné EDF. Je me suis dit, ils croient m'avoir volé un frigo,
mais c'est moi qui détiens la maison entière et la loi. Cette idée m'a redonné une force étrange, froide et douce. Pas de vengeance violente, non, mais un retour de balancier précis. Je me suis mise à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas les faire souffrir, non. Je voulais reprendre ma place, celle qu'on m'avait arrachée sans cri. Je voulais prouver qu'on peut avoir été victime et redevenir le centre, sans fracas. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de lucidité. Je me suis dit, elles ont tout nourri, tout lavé, tout réparé. Elles peuvent encore signer. Alors j'ai commencé une liste, comme une recette pour redevenir libre. Identifier les biens à mon nom. Fermer le compte joint. Informer la banque, le notaire, la compagnie d'assurance. Rédiger un testament nouveau, clair, sans appel. Quitter cette maison sans prévenir. À mesure que j'écrivais, une paix froide m'envahissait. Je n'avais plus mal. J'étais concentrée, comme une couturière qui reprend une couture défaite. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Un robinet qu'on referme, une porte qui claque. Je me suis levée, j'ai traversé le couloir. Camille allait dans la cuisine, pieds nus, pour boire de l'eau. Je suis restée dans l'ombre, les observer. Son visage, à la lumière du frigo, était dur, fatigué. Et j'ai senti que ma surprise devait être à son image. Sans colère, mais implacable. Je suis retournée à mon bureau et noté la date du rendez-vous chez le notaire. Lundi, X0. Puis j'ai ajouté une phrase qui m'est venue toute seule. La dignité n'a pas besoin de témoins, seulement de preuves. Quand l'aube s'est levée, j'ai bu un café noir, sans sucre. Le goût amer m'a semblé juste. Je me suis dit que j'étais prête. Prête à cesser d'attendre qu'on me rende justice. Prête à la fabriquer, doucement, avec mes mains, mes papiers et mon nom. Le matin où je devins vraiment une femme en action, je me levais comme si j'allais au marché. Le froid mordait encore les trottoirs. Et dans ma poitrine, il y avait une sorte de calme précis. La même sorte que j'avais connue autrefois quand il fallait recoudre une manche proprement, pas à la va-vite. J'ai pris mon carnet bleu, l'ai ouvert, et j'ai tracé une liste. Pas d'emportement, pas de fureur, une liste au cordeau, à la manière d'une recette, mais pour la dignité. Blocage des accès, protection des comptes, mise en sûreté des papiers, information du notaire, lettre formelle et copie au dossier. Préparation d'un départ possible. Je suis allée d'abord à la banque. La guichetière me reconnut et chercha ses mots. Je rentrai dans le bureau, sortis mes papiers et lui dis très simplement « Je veux la clôture du compte joint et je veux un relevé systématique de toute opération. De plus, aucune modification de procuration ne sera valable sans ma présence. » Elle prit note, appela le responsable et rédigea un document que je signai. On me remit un accusé, signé et tamponné. La formalité est un vêtement qui tient chaud. Je sentis la pièce se ranger autour de moi. Ensuite, le notaire. Maître Giroux avait une voix qui allait à l'essentiel. Je lui exposai, sans larmes, ce qui s'était passé, la boîte prise, les photos furtives, la procuration falsifiée. Il prit mes copies, regarda les tampons et redressa la phrase qui me rassurait. Nous allons établir un acte constatant l'usage abusif de votre identité et consigner toutes vos pièces. Ensuite, si vous le souhaitez, je peux procéder à des mesures conservatoires sur vos comptes et vous conseiller sur un réaménagement de vos biens. Il m'expliqua, avec la clarté d'un artisan du droit, comment on scellait une preuve, comment on faisait inscrire une réserve sur un compte, comment on rédigeait un testament nouveau, un texte net, sans équivoque. Je rentrais avec une pile de documents tamponnés. À midi, j'appelai Maître Delmas, l'avocate, qui rédigea la lettre d'avertissement que j'avais envisagée. Polie, froide, sans accusation tonitruante, mais indiquant clairement que des démarches avaient été engagées. Une copie de la lettre serait envoyée à la banque, au notaire, et conservée dans mon dossier. Elle ajouta, en me regardant droit dans les yeux, « Vous faites bien. Vous n'avez pas à supplier le respect. Vous l'imposez en acte. » Entre 2 rendez-vous, je fis le tour de la maison comme on vérifie un bateau avant la traversée. J'emmenai dans ma petite boîte en fer les documents essentiels. Livret de famille, carte d'identité, relevé, clé de coffre, police d'assurance. Je fis des photocopies, les rangeai en double, une dans le classeur bleu, une autre dans un autre sac dissimulé.
J'achetais un coffre-fort domestique que j'installais sous mon lit. Rien d'extravagant, uniquement ce qui empêche les mains pressées de faire disparaître une preuve. Je fis également ce que les gens appellent les petites sécurités numériques. Je changeais les mots de passe des comptes partagés, demandais à la banque l'activation des alertes SMS pour chaque mouvement et demandais une autorisation écrite pour toute opération au-delà d'un seuil. On m'expliqua que c'était banal. Pour moi, c'était une forteresse. Mais ma stratégie ne se limitait pas aux banques. Il fallait que la maison elle-même respire la netteté des choses en règle. J'imprimais la lettre de Maître Delmas, la signai, la mis sous enveloppe avec une copie du rapport de Maître Giroux et du relevé bancaire qui attestait d'une tentative d'accès. J'écrivis, à la main, sur l'enveloppe, à remettre en main propre. J'organisais aussi ce que j'appelais mes garde-fous domestiques. Je demandais à mon voisin de palier, M. Roux, de conserver une clef de secours et de servir d'alerte si quelqu'un venait saisir des documents sans moi. Il accepta en hochant la tête, comme s'il reconnaissait que l'âge rend sage plus d'un acte. Dans l'après-midi, je passais au supermarché, j'achetais des boîtes supplémentaires, étiquetais soigneusement la mienne, mais je pris aussi, avec une sorte d'ironie douce, quelques plats prêts à apporter. Si je partais, je ne voulais pas que la vie bascule en drame. La dignité s'entretenait aussi avec un bon repas. Je n'en parlais à personne, c'était la règle. Les conspirateurs de la dignité ne crient pas leur plan, ils l'écrivent et l'accomplissent. Pourtant, je fis une exception, j'appelai Julien. Pas pour le menacer, mais pour le mettre devant un fait accompli, selon la formule du notaire. Je lui dis calmement, « Julien, j'ai fait des démarches, j'ai demandé la clôture du compte joint et la mise en protection de mes biens. Je te le dis pour que la décision ne te surprenne pas. » Il bafouilla, puis me demanda si j'étais fâché. Je répondis que non, que j'étais simplement en train de rendre mes affaires claires. « Pense à ta famille, dit-il. »« Je pense à la mienne aussi, répondis-je, à la mienne telle qu'elle doit être transparente, respectueuse et légale. » Le soir venu, je préparais le terrain pour ma surprise. Tout fonctionnait en coulisses. Le dossier chez le notaire attendait, la lettre était imprimée, la banque avait confirmé la procédure, et moi, j'avais acheté un billet de train pour La Rochelle, une date encore indécise. Rien de précipité, une porte de sortie, une possibilité. Le pouvoir d'agir, c'est aussi la liberté de partir. Avant de me coucher, j'écrivis dans le carnet. Organisation faite, surprise, documentée, pas de bruit. Simple clarté. Et puis, demain, on assiste au réveil de la maison. Je souriais à cette idée. Réveiller une maison avec des papiers et non des cris. J'étais prête à rendre visibles les limites invisibles. Dans le silence de la nuit, j'eus ce sentiment rare. La rage avait cédé la place à une patience pointue. J'avais choisi une surprise qui ne blessait pas, qui ne cherchait pas la vengeance spectaculaire, mais qui, je le savais, allait ébranler l'arrogance. La loi, la preuve, la propreté des actes, tout cela composerait mon présent surprise. La surprise n'était pas encore dévoilée. Elle serait simple, efficace et irréfutable. Mais déjà dans la maison, quelque chose avait changé. Les papiers, les tampons, les signatures avaient pris le relais du silence. Le matin où tout a basculé, la maison avait l'air de toujours. Le soleil filtrait à travers les volets. Les tasses sur la table causaient doucement, comme si elles ne voulaient pas déranger l'ordre fragile des choses. Moi, j'avais mon classeur bleu sous le bras, le carnet dans la poche, et une tranquillité très nette. Pas d'orgueil, pas de triomphe. Juste la conviction que l'ordre des papiers parlerait mieux que ma voix. Camille était déjà en train de préparer les sacs des enfants. Elle portait ce regard-là, celui des gens pressés, de prouver qu'ils tiennent le monde. Quand elle m'a vu, un rictus est passé sur son visage, un mélange de mépris et d'impatience. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, comme si j'étais une présence gêneuse. « Je vais au salon, » ai-je répondu. « Il y a du courrier. » Je l'avais dit comme on annonce la pluie. Elle n'a pas fait attention. Elle a continué de plier des chaussettes, d'inspecter des cartables. Julien, lui, était au téléphone, la voix embrouillée. Il ne savait pas encore que la maison allait ouvrir ses tiroirs. J'ai posé le classeur sur la table et l'ai laissé s'ouvrir tout seul, comme on ouvre un rideau. Dedans, copie tamponnée, photographie datée,
la lettre de maître Delmas et le récépissé de la banque confirmant la demande d'opposition et la clôture du compte joint. Les papiers étaient classés, numérotés, prêts à parler. J'ai sorti la lettre adressée à Camille, imprimée sur papier, à en tête de l'étude, polie, mais sans équivoque. Nous avons constaté l'usage abusif de l'identité de Madame Durand. Nous demandons la restitution des documents et la cessation immédiate de toute tentative d'accès. À défaut, des poursuites pourront être engagées. Camille sentit l'air se refroidir. Sa main trembla sur la sangle du sac. Elle a levé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vue hors d'elle, pas de colère vraie, mais la panique. C'est drôle comme la panique a un visage enfantin. Elle sembla chercher une alliée dans le silence de Julien. Celui-ci raccrocha, se frappa le front, puis posa les yeux sur le classeur. « Maman !» a murmuré Julien. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Ce sont des faits, ai-je dit. Des dates, des photos, des actions. La prochaine étape va se faire ailleurs que sur la table de la cuisine. » Camille tenta une pirouette, comme on tente de détourner un chien qui a flairé quelque chose d'indésirable. « C'est ridicule, Raymonde. Tu veux nous humilier devant les enfants? Tu vas vraiment appeler la police pour un pot au feu? » Elle avait le ton aigu des gens qui n'ont plus d'arguments. Je pris une feuille, la lettre de maître Giroux, et la tendis. Ce n'est pas une question de pot au feu, Camille. C'est une question de respect et de légalité. La loi n'aime pas qu'on falsifie une signature. Elle lui sourit, mais ce sourire était vide. « Vous allez me regretter, avait-elle lancé autrefois. « Peut être, répondis-je, mais je ne veux pas que l'on me regrette. Je veux que l'on me respecte. » Julien s'était approché, visiblement mal à l'aise. Sa voix n'était plus la même qu'au dîner, où il prenait la défense de sa femme par habitude. « Camille, c'est vrai? Tu as pris des choses dans son frigo? Tu as touché à ses papiers ?» Elle baissa la tête. « L'aveu n'est jamais une pluie soudaine. C'est parfois une goutte qu'on finit par reconnaître. J'ai déplacé des affaires. Oui, mais ce n'était pas pour lui faire du mal. C'était pour établir l'ordre. Elle a dit que tout était confus. Je voulais organiser. » « Organiser » a répété le notaire à voix basse, l'air destitué mais ferme. « Organiser ne veut pas dire usurper. Vous avez franchi la ligne. » La parole du notaire, qui n'était présente que par la lettre et le tampon sur le dossier, faisait son œuvre comme un instrument réglé. Ce n'était pas un cri, c'était la précision. Et la précision, chez ceux qui mentent, est plus violente que le silence. Camille s'effondra d'un coup. Pas de larmes spectaculaires, non. Juste la façon dont une personne se replie quand il n'y a plus de masque. Elle s'asseya, la tête pendant, et commença à répéter des justifications confuses. Julien restait debout, comme s'il cherchait à trouver dans l'air une place pour son ancienne neutralité. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas pointé du doigt non plus. J'ai sorti 2 enveloppes, une pour elle, une pour Julien. Voici une copie du dossier qui a été envoyé au greffe. Vous trouverez à l'intérieur les pièces dont je vous ai parlé. Je veux que vous sachiez que tout cela est fait dans la clarté la plus totale. Si vous souhaitez un accord, il faudra passer par votre avocat. Voilà. J'ai mis les enveloppes sur la table. Elle se leva soudain, les mains vides, et cria une phrase qu'elle croyait blessante. « Tu fais ça pour briller. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Je le fais pour que la prochaine personne n'ait pas à porter ma patience comme une chaîne. Avant qu'il ne parte, Julien me prit la main. Sa pression était maladroite, honteuse mais sincère. « Maman, je suis désolée de ne pas avoir vu. Je vais réparer. » Je le regardai et je sus qu'il devait réparer lui-même ce qui devait l'être. « Ne me dis pas de pardonner pour eux, » ai-je murmuré. « Laisse les actes parler. » Ils partirent. La porte claqua derrière eux avec ce bruit qui parfois fait une musique propre, la note finale d'un chapitre. Et la maison, pour la première fois depuis longtemps, était à moi. Pas parce qu'ils étaient absents, mais parce que la vérité y avait repris sa place. Les papiers sur la table n'étaient pas des armes. Ils étaient des bornes, des limites rétablies. Je me suis assise et pris mon carnet et j'ai écrit sans trembler. Vendredi, 10h10. Le dossier a été présenté. Ils sont partis. Pas de cris, pas de spectacle. La maison respire à nouveau. La semaine suivante, la banque confirma par écrit l'opposition définitive sur toute procuration. Le notaire avait enregistré un constat et l'avocate m'avait assuré qu'on n'irait pas
casser la vie de quelqu'un pour un acte de bêtise, mais qu'on empêcherait l'usurpation. J'étais satisfaite d'une chose. Tout s'était déroulé selon le plan, sans drame, avec ordre. La revanche que j'avais préparée n'avait pas humilié. Elle avait montré des faits, et la vérité, même habillée de papier, a cette vertu. Elle restaure lentement la dignité des gens qui l'ont subie. Je compris alors une chose simple, presque enfantine. Il n'y a pas de plus grande victoire que d'agir proprement quand on vous a sali. Après leur départ, le silence s'est installé dans la maison comme un drap propre qu'on étend sur un lit vide. Il n'y avait plus ni cris, ni pas pressés, ni porte qui claque. Juste cette respiration lente des murs qui se repose après des années de tension. Les jours suivants, j'ai reçu des lettres. D'abord de la banque, confirmant que tout était régularisé. Puis une autre, de Maître Delmas, m'informant que Camille avait signé un accord écrit reconnaissant ses torts. Elle s'engageait à ne plus gérer aucun de mes comptes, ni interférer dans mes affaires. Elle avait ajouté, paraît-il, une ligne manuscrite. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je l'ai lu sans colère. Le mal, souvent, ne se veut pas. Il se croit légitime. Julien, lui, a mis du temps à revenir. Il m'a appelé un soir, d'une voix étranglée. Maman, elle est partie. Partie où? Chez ses parents. Elle dit qu'elle a besoin de distance. J'ai répondu calmement. Le respect est aussi une distance, Julien. Parfois, il faut la prendre à la dure. Pendant plusieurs semaines, je n'ai eu de nouvelles de personne. La maison était redevenue à moi, mais je la traversais comme un navire qu'on vient de vider après la tempête. Tout est à sa place, mais rien n'est plus pareil. Les enfants ne venaient plus. Leur rire me manquait, mais je savais qu'il fallait leur laisser le temps. Ils finiraient par comprendre, à leur manière. Un après-midi, j'ai croisé ma voisine Mireille devant la boulangerie. Elle m'a serré la main fort. « Alors, ça s'est réglé ?»« Par le papier, ai-je dit, pas par l'écrit. » Elle a souri. « Tu es forte, Raymonde. »« Non, juste fatiguée d'être faible. » Julien est revenu un dimanche, seul. Il avait vieilli en quelques semaines. Ses yeux étaient cernés, ses gestes lents. Il a tourné longtemps autour de la table avant de parler. « Maman, j'ai honte. Ne t'excuse pas pour ce que tu n'as pas fait, » ai-je répondu. « Si, justement, je n'ai rien fait. C'est ça ma faute. » Je l'ai regardé longtemps. Il cherchait dans mon visage un jugement. Il n'a trouvé qu'une lassitude douce. Ce qui est cassé peut se réparer, Julien. Pas toujours comme avant, mais autrement. Il a hoché la tête, ému. Les enfants veulent te voir. Camille dit qu'elle préfère que je vienne seule, pour l'instant. C'est bien. Chaque vérité demande son rythme. Je n'ai rien demandé de plus. J'avais cessé de vouloir que les choses reviennent. J'apprenais à les laisser aller. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai trouvé une enveloppe sans timbre dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux. L'écriture tremblait de Camille. « Je n'ai pas compris que tu étais encore la maîtresse de cette maison. J'ai cru te protéger, alors que je te piétinais. Je te demande pardon, même si tu ne veux pas me répondre. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai relu la lettre plusieurs fois. Pas par rancune, par curiosité humaine. Elle avait enfin écrit, elle aussi. Et quelque part, c'était déjà une forme de réparation. Les mois ont passé. Julien et moi avons repris une sorte de complicité tranquille. Il venait m'aider pour le jardin, parlait doucement, me demandait conseil pour tout et rien. Il m'appelait maman, avec une tendresse qu'il n'avait plus eue depuis longtemps. Et parfois, entre deux silences, je voyais passer dans ses yeux la reconnaissance muette de celui qui sait. Je n'avais pas besoin de plus. Je n'avais pas gagné une bataille. J'avais simplement remis la vérité à sa place. Un matin, j'ai retrouvé sur la table de la cuisine une photo. Julien, les enfants et moi, à la plage, au dos quelques mots. « On t'attend à Royanne cet été. Camille ne viendra pas. » J'ai souri. Non pas de triomphe, mais de paix. Parce qu'au fond, tout ce que je voulais, c'était cela. Pouvoir partir, voyager, voir la mer sans emporter avec moi le poids des humiliations. Et dans la maison, tout avait retrouvé sa juste mesure. Le frigo, le fameux, n'était plus un champ de bataille. J'y rangeais mes fruits, mes confitures, mon beurre. Sur la porte, l'autocollant Prive et Camille avait disparu. À sa place, j'avais collé un petit mot écrit à la main. Partager n'est pas perdre. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai su que ma surprise était accomplie.
Pas celle des papiers, non. La vraie. Celle de leur apprendre, à eux, que la douceur n'est pas la soumission. Le temps a passé. Le printemps a fondu en été, et avec lui la lourdeur de ces années étouffées. Un matin de juillet, j'ai fermé la porte de la maison avec un calme immense. J'ai laissé sur la table un mot pour Julien. Prends soin de tes enfants. Je vais respirer un peu, là où la mer lave ce que les mots ne peuvent plus dire. J'ai pris un train pour Royan, la même ville où Henri m'avait emmené autrefois pour nos 20 ans de mariage. Quand j'ai posé ma valise dans le petit appartement que j'avais loué, j'ai eu l'impression d'ouvrir une nouvelle page, non pas une page blanche, mais une page lavée. Le balcon donnait sur un jardin planté de lauriers et de figuiers. La mer n'était pas loin. On l'entendait respirer le soir. Cette respiration longue, apaisée, qui ressemble à celle des femmes qui ont fini de pleurer. Les premiers jours, je n'ai rien fait. Je me levais tôt, buvais mon café face au ciel, regardais les volets des maisons voisines s'ouvrir un à un. Je notais, dans mon carnet, des choses minuscules. Le cri d'une mouette, la lumière sur les carreaux, le goût du pain chaud. J'avais enfin le temps de m'appartenir. Je me suis liée avec quelques voisins, une libraire à la retraite, un pêcheur bavard et une jeune serveuse du café du port. Ils ne savaient rien de mon histoire, et c'était bien ainsi. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas la mère d'eux, ni la belle-mère d'eux, ni même la victime d'eux. J'étais simplement Raymonde. Un soir, alors que le vent soufflait du large, j'ai ouvert une lettre que Julien m'avait envoyée. Il m'écrivait d'une écriture hésitante. « Maman, les enfants parlent souvent de toi. Camille essaie de se reconstruire. Elle a compris, je crois. J'espère que tu pourras lui pardonner un jour. J'ai lu ton carnet. Celui où tu dis « La dignité n'a pas besoin de témoins, seulement de preuves. » Tu avais raison. On t'a regardé sans te voir. Viens quand tu voudras. La table sera toujours pour toi. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement respiré, longtemps, en regardant le ciel se teinter de rose au-dessus de l'océan. Le pardon n'était pas encore là. Il viendrait peu, être plus tard, lentement, avec le vent. Les semaines suivantes, j'ai commencé à écrire une autre sorte de carnet. Non plus celui de la douleur, mais celui du recommencement. J'y consignais des recettes, des phrases, des pensées. Je l'ai intitulé « Carnet de paix ». Le dimanche, je faisais le marché. Remplissais mon petit frigo à moi seul cette fois de fruits mûrs, de beurre salé, de vin blanc. Chaque geste devenait une victoire intime. Racheter sa nourriture, oui, mais pour soi, librement, avec plaisir. Les voisins m'appelaient Madame Raymonde, et parfois, on partageait un café sur le trottoir. J'avais retrouvé le goût du simple. Le monde n'était plus une scène où l'on m'excluait, mais un espace ouvert où je pouvais marcher à ma cadence. Un matin, la libraire m'a offert un petit mot glissé dans un livre. On croit souvent que se taire, c'est plier. Parfois, c'est respirer. Je l'ai lu plusieurs fois, comme une prière. Et chaque soir, quand le vent s'élève et que la mer parle bas, je me redis la même phrase, celle qui m'a sauvée. On ne crie pas pour exister. On écrit, on agit et on respire. J'avais cessé d'être une femme effacée. Je devenais une femme claire. Ce soir, le vent vient de l'océan. Il emporte avec lui les bruits du port, le cri d'une mouette, l'écho d'un monde qui continue sans moi. Je suis assise sur mon balcon, un châle sur les épaules, mon carnet sur les genoux. Le thé refroidit lentement dans la tasse. J'ai toujours aimé la fin du jour, ce moment où tout s'apaise, où les ombres ne sont plus des menaces, mais des repos. Je repense souvent à la maison de Bordeaux, à ce frigo avec son autocollant blanc, à la voix de Camille me disant « Ce frigo est à moi ». Cette phrase, si petite, si triviale en apparence, a changé ma vie. Elle a été le déclic, la frontière, la gifle qui m'a réveillée. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le frigo qu'elle voulait posséder. C'était ma place. Et sans le savoir, elle m'a rendue à moi-même. J'ai compris depuis que les humiliations ne sont jamais des fins. Ce sont des débuts, des points de rupture où le silence se met à peser autrement. Ce silence-là, je l'ai d'abord subi. Puis j'ai appris à l'habiter. Et maintenant, je le choisis. Je n'ai pas refait ma vie, non. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle histoire. J'ai simplement remis les choses à leur juste place. Les papiers dans les dossiers, les souvenirs dans les tiroirs et la paix dans mon cœur. Julien vient me voir parfois. Il ne parle presque plus de tout ça. Il coupe les branches mortes dans le jardin,
puis on boit un café en regardant la mer. Dans ces silences partagés, il y a plus d'amour que dans toutes les phrases qu'on ne s'est pas dites pendant des années. Il m'a apporté une photo, un jour. Lui, les enfants, Camille un peu en retrait. Derrière, il avait écrit « On t'aime, à notre manière ». Je l'ai rangé dans mon carnet. Je ne cherche plus à comprendre la manière. Aimer, c'est déjà assez. Je n'en veux plus à Camille. Sa cruauté venait de sa peur. Et la peur, je la connais trop bien pour la condamner. Elle voulait tout contrôler. Moi, j'ai appris à lâcher. C'est peu, être ça. Le vrai courage à nos âges. Savoir que tout ce qu'on a bâti peut s'écrouler. Et continuer quand même à préparer le thé. Je ferme les yeux, j'écoute la mer. Elle a le même rythme que ma respiration. Ni triomphante, ni amère, juste vivante. Dans mon carnet, la dernière page est déjà prête. J'y écris lentement, avec mon stylo à encre bleue, les mots que je laisserai derrière moi. Pas pour Julien, ni pour Camille, ni pour les enfants. Pour celles qui liront un jour et qui comprendront. On peut vous humilier, vous dépouiller, vous réduire au silence. Mais si vous restez droite, si vous gardez vos preuves et votre calme, alors un jour, la vie se chargera de parler pour vous. Je repose le stylo. Le ciel s'assombrit. Les lumières du port s'allument une à une, comme des vieilles âmes qui refusent de s'éteindre. Je me lève, ferme les volets, souffle sur la flamme de la bougie. Et dans le noir apaisé, je murmure pour moi-même, sans tristesse, sans rancune, avec la certitude d'avoir enfin trouvé ma place. Le silence peut aussi être une forme de justice. Puis je souris, parce qu'au fond, j'ai compris que le frigo, les clés, les papiers, les humiliations, tout cela n'était qu'un détour vers la seule victoire qui compte, celle d'une femme âgée qui un jour a décidé de ne plus se laisser effacer.